silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never Lounès connaît très bien son sujet. Franchement, il a abordé parfois brièvement tous les aspects parce qu'il y en a énormément. Donc moi, j'avais pris un certain nombre de notes en fonction de ce qu'on s'était dit la dernière fois, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire en plus. Ce qui me vient, moi, c'est une remarque intéressante, c'est que le prolétariat, en général, n'a pas vraiment d'expression culturelle, puisque l'expression culturelle, qui nous vient beaucoup forcément de la bourgeoisie, est liée au livre et à l'écriture. Or, le prolétaire n'écrit pas. Et c'est intéressant de remarquer que finalement, l'expression culturelle du prolétariat, elle existe notamment du prolétariat anglais, c'est tout ce qui exprime le football. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça répond à la question que c'est toujours la bourgeoisie qui parle au nom du prolétariat à travers ce qu'on appelle l'écriture. Mais finalement, cette expression culturelle du prolétariat, notamment anglais, elle s'exprime par autre chose que l'écriture et le livre, qui est cet univers total, on peut le dire, du football. Et c'est ça qui est effectivement intéressant de faire remarquer. C'est les remarques qui me viennent par rapport à tout ce qui a été dit là, parce que sinon je risque de faire beaucoup de redites. Et sur le fait que le football n'est pas du tout un sport ancré profondément dans le peuple français, comme c'est en Angleterre. Le phénomène football de masse, en fait, est assez récent en France et est beaucoup venu de l'engouement qu'il y a eu après la victoire de l'équipe de France Black Blamber, c'est-à-dire que pour la première fois, la France a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de Zidane. Donc c'est finalement assez tardif. Alors qu'avant, la réalité du football qui pouvait correspondre à la réalité anglaise était circonscrite sur quelques clubs seulement. Je fais d'ailleurs remarquer que ce soit en Espagne, en Italie, en Angleterre et même en Allemagne, il y a 2 grands clubs par grande ville, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, hein. La France est beaucoup moins de ce point de vue-là, historiquement, un pays de football. D'ailleurs, la France n'est pas un pays de sport au départ, hein. On se moquait toujours des Français qui étaient plus doués pour le pinard et la table que pour le sport, hein. Donc c'est vraiment une différence assez importante. En revanche, si on peut faire un parallèle au niveau de l'authenticité populaire par rapport à un sport, on peut tout de suite penser en France au rugby, qui d'ailleurs est un sport régional au départ, qui est en train de se franciser au sens large du terme, notamment depuis Galtier, mais qui avant était un sport du Sud-Ouest. Et c'est vrai que si on voulait retrouver une ambiance et une légitimité à peu près comparable à ce qu'est le football en Angleterre, en France, on peut le trouver dans le rugby du Sud-Ouest, hein, et qui fait d'ailleurs que c'était un sport régional, où là, il y a vraiment toutes les caractéristiques qu'on a évoquées sur l'ancrage régional, la fidélité à la ville ou au pays, le côté aussi, je dirais, assez humble, hein, des grands personnages. Euh, voilà, c'est une remarque que je peux faire. Oui, pensons plutôt en France au rugby. D'ailleurs, on voit que quand sur cette idée de la proximité du public avec le stade, jusqu'à une époque très récente, c'est même encore assez présent, les protections pour empêcher le public d'accéder au stade et aux joueurs sont beaucoup moins présentes dans le rugby que dans le football, parce que paradoxalement, le rugby est un sport bien plus viril que le football, mais il y a beaucoup moins de violence. Il y a beaucoup moins de violence. C'est très fraternel.
pour ceux qui ont fréquenté la rue de la Soif, par exemple, où se jouent les troisièmes mi-temps à Paris, notamment rue Guizard et rue des Canettes, il n'y a pas de bagarre entre supporters de rugby. C'est une autre tradition. C'est plutôt fraternité virile. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que souvent, les gens qui sont attachés à certaines valeurs ont beaucoup plus de respect pour l'univers du rugby que pour l'univers du football, où déjà, par exemple, les chocs sont beaucoup plus rudes au rugby et il n'y a pas de simulation. C'est vrai que Lounès l'a bien fait remarquer. L'énorme progrès qui vient d'ailleurs, malheureusement, je dirais, d'Italie, comme souvent d'ailleurs quand il s'agit de théâtralité, il y a une vraie tradition italienne de la commedia dell'arte, c'est la culture de la simulation qui est devenue vraiment quelque chose d'obscène dans le football, où d'ailleurs on le voit avec les ralentis, les mecs sont à peine effleurés au niveau de l'épaule et se tiennent la tête à deux mains en se roulant par terre. On dirait presque que dans les stages de football, il y a tout un apprentissage technique de la roulade, du hurlement, comme il y a aussi, c'est aussi très connu dans ceux qui ont pratiqué rugby et football, c'est le côté vicieux des chocs en football. Notamment chaque fois que des types sautent pour faire une tête, ils mettent le coude pour mettre le coude dans la gueule du mec d'à côté, ou alors mettre un coup de boule dans la nuque du mec d'à côté. Alors par exemple au rugby, quand on a un geste comparable qui est l'open under, le ballon en cloche où il faut sauter pour récupérer le ballon, il y a interdiction de bousculer le sauteur en l'air, c'est très sévèrement puni. C'est-à-dire que on peut quand même faire cette remarque, c'est que comme école de morale, et de morale, je dirais, liée à la virilité, parce que moi je crois qu'il y a quand même un lien entre la virilité et la morale, l'école du rugby est quand même, pour moi, très supérieure à l'école du football, et notamment pour la France, parce qu'effectivement, l'Angleterre comme toujours, d'ailleurs, c'est une île, c'est un monde à part. Et ça, c'est des remarques que je peux faire par rapport à ce dont Lounès a parlé. Euh, il y a effectivement le cas de Cantona que j'avais noté. Cantona qui a une statue à Manchester, hein, et qui était appelé le King, et qui fait que des Anglais qui sont quand même, la perfide Albion, c'est quand même, je dirais pas le peuple parce que ça va au-delà de ça, mais je veux dire, c'est le pays le plus hostile à la France de toute éternité, c'est l'Angleterre. J'en suis absolument persuadé, et pas l'Allemagne. Et qu'à un moment donné, un joueur français comme Eric Cantona arrive à faire chanter la Marseillaise par le public d'une grande équipe de football comme Manchester, c'est quand même quelque chose qu'on peut dire d'inouï. Et, euh, et ça peut nous rendre fiers d'être français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Cantona a incarné ce qu'on appelle le panache, je pense, qui est un truc très français, hein, le panache, qui est en voie de disparition, mais qui est ce qu'il y a de beau dans l'âme française. Je crois quand même quand Cantona a parfaitement incarné le panache français, il a suscité l'admiration d'un public qui est très dur et très hostile à la France d'habitude, qui est le public de Manchester. Et ça, c'est quand même à mettre au crédit de Cantona. Et ça, c'est-à-dire que de temps en temps, quand un Français incarne les valeurs profondément françaises du panache, même les Anglais se prosternent. Et ça, c'est quand même un vrai moment de fierté que certains n'ont pas connu et n'ont pas vécu parce que l'histoire va très vite aujourd'hui. Et que c'est vrai que ça correspond plutôt aux années 90-2000, je crois, et qu'il faut quand même se rappeler de Cantona. Il y a un autre personnage qui n'a pas été évoqué, alors du coup, comme je ramasse les miettes un peu de, de Lounès, mais c'est normal, il a beaucoup travaillé sur le sujet, et moi je suis un peu là en force d'appoint, c'est le personnage de George Best, qu'on appelait, je ne sais pas si les anciens connaissent, qu'on appelait le cinquième Beatles, qui est le moment vraiment où le football anglais a fait la jonction avec ce dont Lounès a parlé, qui est que l'Angleterre s'est mis à dominer le monde par la chansonnette, c'est-à-dire la pop musique, hein, avec les groupes, les groupes. Et il y a un footballeur qui a fait la jonction entre le grand personnage du football et ces nouveaux grands personnages du musical, en réalité, c'est George Best, qui était un Irlandais qui jouait en Angleterre, et qui est un très très grand joueur, hein, que Pelé admirait. Hein. Pelé admirait George Best et qui on appelait le cinquième Beatles et qui se vantait et qui était vraiment le joueur. Il y a eu après Paul Gascoigne qui avait un peu le même truc, qui était le joueur qui s'entraînait pas, qui était un surdoué, qui s'est vanté toute sa vie d'avoir une énorme descente au niveau de l'alcool et d'avoir baisé des starlettes.
et d'ailleurs qui a eu une fin assez tragique puisqu'il a quand même il a sombré dans l'alcoolisme. C'était un énorme bagarreur aussi, ça c'est typiquement anglais. C'était un alcoolo-bastonneur. Et quand on veut toucher, je dirais, à l'âme du football anglais, je pense qu'il faut s'intéresser à ce personnage très important qui s'appelait en plus George Best, quoi, le meilleur. Euh, Ça, c'est voilà, c'est le personnage auquel il faut s'intéresser, qui était appelé dans les années 60 le cinquième Beatles et qui n'a jamais fait carrière dans l'équipe d'Angleterre, tout simplement parce que c'est un joueur de club, mais qui venait d'Irlande. Voilà, ce qui est aussi intéressant. Voilà, quand à un moment donné, l'idole de tout un peuple, qui était le peuple anglais, leur idole, c'était George Best, qui était un Irlandais. Ça aussi, c'est à des moments, quand un personnage incarne par le sport des vertus qui sont, je dirais, presque des vertus mythologiques, eh ben, il peut faire tomber des barrières. Il peut faire tomber des barrières, et notamment l'admiration des Anglais pour un Irlandais, l'admiration des Anglais pour un Français avec Cantona, ou d'ailleurs l'admiration mondiale de Zidane, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire du football au niveau je dirais de tout, de la grâce, parce que Zidane était, contrairement à notre Mbappé actuel, était un numéro 10. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut parler. Un grand joueur de football, en général, est un type qui est à la fois un meneur de jeu et un buteur. Et le numéro qui incarne ça, c'est le numéro 10. C'est au-dessus du numéro 7 ou du numéro 11 ou du numéro 9, pour ceux qui s'intéressent au football. Et nous avons eu la chance en France, qui n'est pas un pays de football et qui est devenu tardivement un pays de football. D'ailleurs, bon, il y a eu Copa, évidemment, à la lointaine époque de l'équipe de Reims, hein, pour ceux qui s'intéressent, qui a été à un moment donné, qui a été la grande histoire du plus grand transfert de notre vieille, la vieille époque de la France. C'est quand Copa de Reims a été acheté à l'époque, à transfert, par le Real de Madrid, qui était la plus grande équipe du monde. Mais ça, on est dans les années 50, hein. Voilà. Et sinon, après, ce qui fait que le football français a décollé, c'est par deux personnages qui sont deux numéros 10. C'est Platini, puis Zidane. Nous avons quand même, dans l'histoire du football mondial, où on peut classer les grands joueurs qui restent pour l'éternité, comme Pelé, Maradona, Messi. Nous avons dans le top 10 mondial deux joueurs français, ce qui est quand même énorme, hein, parce que c'est un sport monde, qui sont d'ailleurs deux numéros 10, c'est-à-dire des stratèges virtuoses buteurs, qui sont quand même Platini, d'origine italienne, je le rappelle, et Zidane, d'origine algérienne, et peut-être kabyle. Je ne sais pas s'il est kabyle ou pas, mais enfin d'origine algérienne. Voilà. C'est des choses que je peux rajouter à la longue conférence de votre camarade Lounès, hein. Et sinon, bah, je ne vois pas trop quoi dire. Si j'avais une petite anecdote sur Deschamps, puisque j'ai des contacts personnels dans le foot, et qui touche en fait à la stratégie développée par l'encadrement français, c'est-à-dire la Fédération française de football depuis les années post-Zidane, qui est systématiquement... Alors c'est pour des raisons de vision du jeu et puis pour des raisons de sociologie politique, de favoriser systématiquement les grands gabarits de type africain au détriment des techniciens de petits périmètres et notamment blancs. Et ça, il y a deux explications. Ben, il y a déjà qu'il faut donner l'espoir à la jeunesse des banlieues de pouvoir, qui joue beaucoup au foot, un jour intégrer l'équipe de France, qui fait un peu rêver par rapport au blocage de l'ascenseur social. C'est de la démagogie, mais je pense que ça joue beaucoup. Il y a cet élément-là, hein. Il y a deuxièmement le fait que dans les écoles de football, il y a un problème de décalage de puberté entre les Blancs et les Africains, qui fait que à 12 ans, quand on détecte les joueurs, les Noirs, il faut avoir l'honnêteté de le dire, hein, Sagnol s'est fait marginaliser pour l'avoir osé le dire. Les Noirs ont 2 ans d'avance sur le plan pubertaire sur les Blancs minimum, ce qui veut dire qu'ils pèsent 15 kilos de plus. Et donc les petits Blancs se font marcher dessus. Et donc ils n'ont pas le temps en fait d'arriver à maturité. C'est pour ça, on l'a bien dit, que Griezmann, qui n'a pas été gardé dans les écoles ce qui correspond à sport-études, est parti en Espagne, où là, il y a aussi ce dont on n'a pas parlé, la vision espagnole et l'école espagnole du football, qui est beaucoup plus basée sur du collectif, du technique, hein. La phrase, effectivement, le plus beau but est une passe, nous oblige quand même à comprendre, et on le voit avec la baisse de niveau du football actuel, c'est aussi dont on peut parler, c'est que le génie du football, c'est la transmission rapide et précise. C'est pour ça qu'à un moment donné, le PSG avait un football
assez pénible, basé sur des vedettes. Et on avait notamment Neymar, qui était le spécialiste du dribble inutile, où il allait s'enfermer et qui en général se retrouvait soit dépossédé du ballon une fois sur deux, soit au sol, et qui surtout, le temps passé à défier en dribble, qui est une perte de temps, c'est pas un 1-2, un dribble, permettait à l'équipe adverse de se replacer. En réalité, le génie du football moderne, c'est le football espagnol, c'est le plus beau football parce que c'est un football de rapidité de jeu collectif par la passe rapide et précise qui, là, effectivement, est le seul moment où on peut vaincre ce qu'on appelle les nouveaux défenseurs, qui sont des brutes à qui on autorise énormément de percussions et de jeux vicieux, hein. Et je crois malheureusement que de ce point de vue-là, la stratégie des champs de football qui a donné des résultats sur le papier, puisqu'on a 2 titres mondiaux, 2 demi-finales et deux finales ratées, je crois. C'est un énorme palmarès, mais c'est quand même, il faut le reconnaître, au détriment du jeu. L'équipe de France n'a pas un beau jeu. Elle ne l'a jamais eu. Elle a d'ailleurs un jeu qui est très inégal selon les matchs, mais qui a une certaine efficacité basée beaucoup sur la puissance physique, la percussion et aussi la vitesse de course. Il faut quand même constater que les joueurs de football aujourd'hui sont des sprinteurs et qui ont un travail sur le cardio qui n'a plus rien à voir avec le football des générations précédentes. Je rappelle que Platini jouait très souvent en marchant, qu'un type comme Paul Gascogne avait du ventre, hein, et que c'était beaucoup plus basé sur de la vision stratégique à l'époque, de la précision de passe, de la virtuosité technique, notamment sur les amortis, hein, un amorti où le ballon reste dans le pied, c'est un amorti gagné. Un amorti où le ballon rebondit à plus de 50 cm, bah c'est une perte de balle, hein. Et qu'il y a en réalité une montée générale de la vitesse de jeu et de la puissance de percussion au détriment de la richesse stratégique collective, déjà pour des questions de temps de réponse, parce qu'on n'a pas le temps, et aussi parce qu'aujourd'hui, le jeu est beaucoup basé sur des défenses très puissantes, très agressives. Et malheureusement, ça a été le choix de Deschamps de partir dans cette filière qui est à la fois satisfait aussi sur le plan politique, parce que ça permet de faire jouer des noirs puissants. Euh, et donc, à la fois, il y a un sens politique, et puis il y a aussi le fait que, ça c'est quelque chose qu'on m'a expliqué récemment, c'est qu'en fait, Deschamps a été formé à Nantes, qui était d'ailleurs, à l'époque, du temps de Suodo, pour ceux qui ont connu, était considéré comme l'école brésilienne de France, hein, qui avait le plus beau jeu technique, puisqu'à l'époque, dans les années 70, il y avait un énorme écart encore au niveau de la technique pure entre les Brésiliens et le reste du monde. Les Brésiliens étaient d'une virtuosité supérieure aux autres et étaient les rois de l'attaque virtuose. D'ailleurs, progressivement, au détriment de la défense. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une bascule, c'est qu'ils avaient beaucoup de grands joueurs de ligne avant et c'était des grands buteurs, mais ils prenaient aussi de plus en plus souvent, ils prenaient de plus en plus de buts parce qu'en fait, un jeune Brésilien, s'il veut briller dans le football, il est dans une logique d'être un attaquant de pointe virtuose. Le plus grand joueur de ce point de vue-là au monde, et Ronaldinho, qui n'a jamais été un type forcément d'une grande intelligence stratégique et qu'on avait un peu rien à foutre, que d'ailleurs Fernandez, qui a toujours été qu'un tâcheron, laissait sur le banc à l'époque quand Ronaldinho jouait en France, parce que Ronaldinho ne venait pas aux entraînements, il préférait aller en boîte de nuit. Mais si vous vous intéressez à la technique pure, Ronaldinho, c'est Zidane en plus rapide. Mais par contre, c'est pas un numéro 10. Et c'est sans doute le plus grand joueur balle au pied de toute l'histoire du football. Enfin, tout ça pour vous dire que Deschamps, lui, qui a été formé à Nantes, était un complexé physique, parce que c'est un petit gabarit, qui était le meilleur ami et le compagnon de chambrée de De Sailly. De Sailly, qui est un grand joueur de ligne arrière français, qui d'ailleurs est un enfant adopté, ce qui fait qu'il a un nom d'aristocrate alors que c'est un Africain. Et en fait, Deschamps a toujours eu un énorme complexe sur sa faiblesse de percussion et sa faiblesse physique, et a toujours eu tendance à sélectionner les joueurs puissants africains. Et malheureusement, ce complexe de Deschamps, son côté un peu, quand on a le traité de porteur d'eau, ils se détestaient les deux, son côté un peu limité, c'est un joueur de ligne arrière, et en même temps son côté chef de meute et décisionnaire, parce qu'il a cette dimension-là, fait qu'en fait, si on additionne le critère sociologico-politique et la réalité de ce qu'est Deschamps, nous a amené quand même à produire une équipe de France qui est
l'inverse de ce qu'elle était à l'époque où on se faisait battre, rappelez-vous, à Séville, la demi-finale de Séville que je n'ai jamais oubliée, où on se fait voler la demi-finale par les Allemands, l'épisode Schumacher monstrueux, alors que pendant une mi-temps entière, la deuxième mi-temps, grâce au carré magique qui était à l'époque le Tigana, Platini, rappelez-moi les deux autres. Bon, les Allemands, qui étaient la plus grande équipe du monde à l'époque, n'ont pas touché un ballon pratiquement de la deuxième mi-temps. Et en fait, le sommet pour moi de la beauté du football français, ça a été cette équipe Platini. L'équipe Zidane étant d'ailleurs pas mal aussi, mais là on avait atteint un sommet. Et malheureusement aujourd'hui on a une équipe de France qui a un gros palmarès qu'elle n'avait jamais eu avant, mais dont le football n'est pas comparable, par exemple, au football des Croates, pas du tout comparable au football des Espagnols quand on regarde la qualité de jeu que sont capables de déployer certaines équipes. Donc c'est ça que je pourrais faire remarquer. Et aujourd'hui, on a un certain désengouement des Français pour leur équipe de football qui d'ailleurs, cet engouement se reporte sur le rugby. Les Français se sentent plus en phase avec l'équipe de rugby française et avec ce qu'exprime le rugby d'un point de vue français qu'avec une équipe africaine française qui n'a pas un jeu très intéressant, même si, là, je vois récemment, par exemple, on a battu les Ukrainiens 4-0, mais les trois derniers buts pour faire 4-0 ont été marqués dans les 5 dernières minutes. Et c'est souvent ça la France, c'est un football d'épuisement et d'attrition, je dirais, de brutalité d'attrition qui fait qu'on finit par gagner dans les dernières minutes en ayant eu un jeu assez terne. Le plus bel exemple pour moi euh, en poule qualificative où on a réussi à battre avec un penalty l'équipe d'Islande 2-1. Je rappelle que les Islandais sont 300 000 habitants, hein, et que nous, rien qu'avec ce qu'on a comme joueurs encartés à la Fédération française de football, on a plusieurs millions comment dirais-je, d'encartés. Ce qui me fait dire d'ailleurs que normalement, il est presque scandaleux qu'on puisse mettre dans des mêmes poules de présélection des pays comme l'Islande et des pays comme la France, que normalement, si on imitait, je dirais, les courses de chevaux, il faudrait presque créer des handicaps. C'est-à-dire que l'Islande, normalement, devrait démarrer à 3-0 contre la France pour que ce genre de match ait un sens, hein. Et ça, c'est aussi un côté un peu gênant. On a des nations qui ne sont absolument pas comparables en termes de licenciés, comme d'ailleurs au niveau des équipes professionnelles, on a des équipes qui ne sont absolument pas comparables en termes de budget, et qu'on voit très bien qu'il y a un rapport entre le budget et les résultats, hein. Tout ça fausse le côté sens, avec en plus, effectivement, avec la directive Bosman, le fait qu'aujourd'hui les joueurs sont des mercenaires qui peuvent changer d'équipe à peu près pratiquement tous les ans, qui fait que euh, aujourd'hui, la victoire et la défaite ont beaucoup moins de sens qu'avant, parce que ça représente ni forcément l'esprit d'une ville, sauf par exemple en France, on peut le dire aujourd'hui, comme on pouvait le dire à l'époque pour Saint-Étienne, on peut le dire pour l'équipe de Lens encore, vous voyez. Aujourd'hui, on est très fiers, on peut être très fier que l'équipe de Lens arrive à terminer, à être en tête du classement en ce moment, je crois, peut-être même devant le PSG, quand on peut comparer la puissance d'argent du PSG, qui est une équipe qatari, je le rappelle, hein, une équipe qatari, par rapport à l'équipe de Lens, qui est encore une équipe qui peut faire penser à ce qu'était l'équipe de Saint-Étienne à l'époque, qui était l'équipe des ouvriers de Manu France, avec des joueurs qui étaient issus de la région, qui faisaient les frères, notamment les frères Ravanelli, qui faisaient toute leur carrière là-bas, et qui finissaient en général avec un bar tabac. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un grand joueur de football passait toute sa vie dans le grand club de sa région, et à la fin de sa carrière, il finissait par avoir un bistrot avec marqué chez les frères Ravanelli, ça suffisait, je dirais, à son prestige. Aujourd'hui, on a des joueurs millionnaires, ce qui est très choquant par rapport à la réalité de la crise économique, et qui passent d'une équipe à l'autre et qui laissent de moins en moins de traces en réalité dans le football, et à juste titre, hein. Il y a de moins en moins d'héroïsme dans le football, je dirais, et ça s'éloigne à cause de la logique marchande, bien évidemment, de plus en plus de ce qui peut rattacher l'héroïsme du sport à l'héroïsme militaire et à l'héroïsme national, vous voyez, hein, voilà, c'est le sport, le football est de moins en moins héroïque, et je pense que c'est d'ailleurs de cette nostalgie-là que nous parlait Lounès tout à l'heure. Donc voilà ce que je peux dire de tout ça. Il y a aussi, oui, un autre sujet qu'on n'a pas abordé,
c'est que non seulement il y a de moins en moins, on va dire, de Français de souche dans l'équipe de France, mais il y a aussi au niveau politique et au niveau même, même rivalité de terrain, quelque chose dont on ne parle pas, mais qui a été une des raisons de la crise à l'époque de ce très mauvais entraîneur-sélectionneur qui était Domenech, qui est la question des Maghrébins et des musulmans dans l'équipe de France. En réalité, on le voit avec Cherki d'ailleurs en ce moment, qui est de temps en temps sélectionné, les, il y a très peu de stratèges, je suis désolé de le dire, mais on le constate d'ailleurs avec les équipes d'Afrique, il y a très peu de stratèges chez les footballeurs noirs. Or, à un moment donné, il faut des stratèges dans les équipes, ce qu'on appelle le numéro 10. Je rappelle que Zidane était un numéro 10. Or, souvent, les joueurs technico-tactiques qui peuvent être des stratèges, en France, compte tenu de la sociologie actuelle, sont des maghrébins musulmans. Or, la politique française a très peur de groupes de joueurs maghrébins musulmans dans l'équipe nationale, parce que contrairement aux Noirs qu'on peut calmer avec du pognon et des fringues, ces maghrébins musulmans ont une conscience politique et une agressivité qui est liée à cette conscience politique et cette conscience religieuse qu'il fait qu'ils sont très vite beaucoup plus ingérables et qu'ils posent des problèmes à la fédération. Et on a eu d'ailleurs comme ça la destruction de l'équipe de France, qui, je le rappelle, après l'équipe Zidane, était championne du monde espoir, qui était l'équipe des Ben Arfa et ces gens-là, et qui ont par contre créé des problèmes parce qu'ils voulaient faire le ramadan et qu'ils étaient un peu un groupe un peu ingérable. Et on a, d'une certaine manière, flingué l'équipe de France à partir de l'époque Domenech, parce qu'on a marginalisé ces très bons joueurs qui étaient beaucoup plus technico-techniques que les joueurs noirs et qui étaient ces joueurs maghrébins musulmans. Et cette question est toujours présente, en fait, et très peu abordée dans le problème de l'équipe de France de football sur faire barrage non seulement aux Blancs, mais ça s'explique plutôt par la puberté et le fait qu'ils sont éjectés des centres de formation pour des raisons je dirais, de retard pubertaire, mais il y a aussi à un autre moment l'éviction discrète, mais quand même et très politique, des joueurs maghrébins musulmans de l'équipe de France, qui fait qu'on a quand même aujourd'hui une équipe de bourrins africains majoritairement, qui produit des résultats très aléatoires d'un match à l'autre, avec un style qui serait assez difficile de définir. Hein. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ce que c'est que le style du jeu à la française, on peut le dire du style espagnol, on peut le dire d'ailleurs négativement du style italien qui est tombé dans un style défensif et de blocage de jeu qui fait que c'est allé tellement loin dans le football italien qu'à un moment donné, ils sont sortis de l'histoire du football et ils ont de gros problèmes pour y revenir actuellement. Mais si quelqu'un est capable de m'expliquer ce que c'est que le style français, si style veut dire quelque chose, évidemment, je l'écoute. Mais voilà, le paradoxe de l'équipe de France aujourd'hui, c'est celui-là. C'est qu'on a une équipe qui a sur le papier des résultats, mais une équipe qui ressemble à Deschamps, qui n'a jamais été, je suis désolé, un grand joueur, quoi, voilà. Et moi, j'aimerais bien quelque part qu'on mette un terme au contrat de Deschamps, qui est là, comme toujours en France, trop longtemps. En France, on ne sait pas prendre des décisions au bon moment, on prend toujours du retard, et qu'on tente quand même à un moment donné une aventure Zidane au niveau du sélectionneur, quoi. Ça serait intéressant de voir ce que Zidane pourrait proposer d'un peu différent, mais peut-être qu'il serait capable, comme il l'avait fait avec Benzema, de faire revenir des joueurs maghrébins musulmans, et peut-être que ça, politiquement, la France n'en veut pas, compte tenu en plus du climat actuel, que je dirais du climat Bolloré-Zemmour, qui est en train de devenir un climat dominant sur la France actuelle. Ça, c'est des vrais sujets qui mêlent sport, politique, religion, et que peu de gens abordent, et qui sont des sujets intéressants, notamment parce que c'est un sujet que Lounès n'a pas abordé. Il fallait bien qu'il m'en laisse un. Voilà. Et donc j'ai à peu près, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais pris comme note. Voilà, le rugby, le football, la question des blancs, des noirs et des arabes. C'est quand même une question sulfureuse, mais très intéressante. Et puis après, oui, on n'a pas abordé le problème du football féminin. Voilà, c'est un sujet. Alors, il y a comment dire, il risque d'y avoir un malentendu sur le football féminin. Moi, je me moque du football féminin, non pas parce que je ne veux pas que les femmes jouent au football et que je dirais qu'elles ne savent pas jouer au football, c'est pas le problème. C'est que ça fait des années qu'on nous impose le football féminin comme un spectacle de masse digne d'être diffusé en prime time sur le service public. Or, le niveau du football féminin, même s'il progresse forcément petit à petit, puisque la femme est douée pour la reproduction, que ce soit les enfants ou imiter ce que les hommes ont fait avant elle et mieux, parce que c'est tout le paradoxe du féminisme. Hein.
Les femmes prétendent montrer leur égalité face aux hommes ou leur supériorité en les singeant systématiquement. Ce qui fait dire d'ailleurs aux grandes intellectuelles femmes comme Yourcenar qu'elles ont trop d'ambition pour limiter leur destin à l'imitation des hommes, hein, puisque c'est que ça. Hein. Montrer qu'une femme peut jouer au football, bah, ça va montrer qu'elle peut faire comme un homme après lui et moins bien. Ce qui n'est pas le meilleur moyen de montrer une certaine supériorité féminine ou une certaine spécificité féminine. Alors, le problème du football féminin, c'est ça, c'est que c'est un spectacle qui correspond, en termes de football pur, à ce que peut produire une équipe de cinquième division. Hein. On le sait de manière absolument vérifiée, puisque l'équipe championne du monde de football, qui était l'équipe américaine, chaque fois qu'elle fait un match à huis clos contre une équipe de moins de 15 ans, elle se prend du 5-2, par exemple. Hein. On a toujours. C'est-à-dire qu'une équipe nationale de football féminine se fait battre par une équipe de moins de 15 ans et elle se fait battre largement. Ce qui veut dire que normalement, s'il n'y avait pas derrière de la politique et de l'injonction à l'égalitarisme jusqu'à l'absurdité, on n'a pas à empêcher les femmes de jouer au football, on n'a pas à empêcher les gens d'aller voir leurs équipes, mais on n'a pas à nous imposer comme si c'était un spectacle équivalent au football masculin, en prime time sur France 2, des matchs internationaux qui sont, franchement, quand on aime le football et qu'on connaît le football, d'un niveau quasi catastrophique. Alors après, quand on a dit ça, on peut quand même faire la remarque, parce que j'essaye de ne pas être misogyne, qu'on ne peut pas dire la même chose, par exemple, du basket féminin, du handball féminin et du volley féminin. Le basket féminin, le handball féminin et le volley féminin sont des sports très agréables à regarder, comme d'ailleurs le tennis féminin. On n'a pas ce sentiment de encore raté, le coup de pied qui a dévissé, le contrôle raté, on a l'impression que les pieds vont plus vite que la tête. Brutalité du football féminin, c'est que on pourrait espérer que les femmes jouant au football avec des qualités qui leur sont propres auraient compensé le côté violent du football masculin, c'est-à-dire la percussion, par plus de raffinement technique, un jeu plus lent, plus placé, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le football féminin est hyper brutal, en plus d'être maladroit. Hein. Alors après, se poser la question, pourquoi le football féminin n'arrive pas, enfin n'arrive toujours pas en tout cas, à produire un spectacle équivalent au handball féminin, au basket féminin ou au volley féminin, qui, je le répète, sont des sports tout à fait regardables. Hein. Et je crois que c'est lié quand même à plusieurs choses. Le football se joue sur un terrain qui est très grand. C'est le plus grand terrain de jeu qui existe. Et se joue avec les jambes. Or, si on réfléchit à ce que c'est qu'une femme, où est-ce que sont les plus grandes masses graisseuses chez la femme? Pour des raisons comment dirais-je, de génétique, elles sont dans les cuisses et dans les fesses. Hein. Voilà, parce que une femme qui fait du sport et qui se dégraisse va se dégraisser essentiellement des seins et du ventre. Mais vous le voyez chez une anorexique, hein, quand vous regardez une anorexique totalement dégraissée, c'est un squelette au niveau des jambes. C'est d'ailleurs, il y a une dimension de monstruosité. Or, je crois que ce sport de jambes, qui est un sport d'appui et de changement de direction, qui est vraiment le sport de jambes par excellence, où il faut en plus être sur un pied très souvent, puisqu'il y a un pied qui tape dans le ballon, c'est pas comme au rugby où on est sur ses deux jambes, est un sport où la femme est intrinsèquement handicapée pour des raisons morphogénétiques. Voilà, première chose. Deuxièmement, pour les mêmes raisons d'ailleurs, de détente intrinsèque féminine, normalement, si on voulait que le football féminin puisse euh, ne pas être un sport d'handicapé, je suis assez méchant quand je dis ça, mais pour moi c'est du handisport, le football féminin, il faudrait qu'elle joue sur un terrain plus petit. Le terrain est trop grand pour elles, d'une certaine manière, par rapport à leur capacité de course, d'accélération, etc. Mais aussi, le pire, c'est la gardienne de but. Pourquoi le football féminin est un sport souvent grotesque? Parce que n'oubliez pas qu'une cage de football fait 7 mètres. 7 mètres et des brouettes, hein, j'ai pas révisé. Eh ben, un gardien de but homme, masculin, homme, aujourd'hui, ils font pratiquement tous, les grands gardiens en ce moment font presque 2 mètres, avec une envergure énorme, une capacité d'extension qui fait qu'ils peuvent sauter et arriver à toucher pratiquement dans un penalty, souvent, un ballon qui est placé, je dirais, ce qu'on appelle au ras du poteau, ils y arrivent presque. Une femme, c'est strictement impossible, ce qui veut dire qu'il est très facile de mettre un but à une gardienne de foot et d'ailleurs, on voit même si elle progresse un peu, la gardienne française, qui est d'ailleurs forcément une lesbienne qui ressemble à un travelot, arrive à peu près à faire des, je dirais, des plongeons, parce qu'on appelle ça comme ça, qui correspondent à un gardien de but d'une équipe amateur de sixième catégorie. Vous voyez. Mais forcément, il y a un côté, on a envie de ricaner quand on voit
parfois des tirs qui sont tirés très lentement et même pas au roues du poteau, où la gardienne s'affale par terre avec son gros cul, se fait mal à la poitrine d'ailleurs, et passe à 3 mètres du ballon, parce que malheureusement, si on voulait respecter la différence homme-femme et être un peu honnête, il faudrait fabriquer pour les femmes, pour le football féminin, des terrains plus petits, des cages plus petites. Hein, et ça coûterait très cher. Or, le football féminin n'est absolument pas rentable. C'est une escroquerie. Les stades sont remplis de billets qu'on distribue pour nous faire croire qu'il y a équivalence, entre guillemets, entre le football féminin et le football masculin, ce qui est absolument faux d'un point de vue de ce qui guide le sport, qui est le commerce et le business. Donc aujourd'hui, il y a je dirais, une volonté politique au détriment de la réalité économique et de la réalité sportive évidente, de nous survendre un sport qui s'appelle le football féminin, qui ne mérite pas, comment dirais-je, cette promotion. Donc là, on est vraiment ce qu'on appelle du passage en force idéologique. Et ça, c'est quand même ce que j'ai voulu exprimer quand je me suis amusé à me moquer un peu du football féminin. Ce qui m'a d'ailleurs, la vidéo que j'ai faite, qui était une vidéo d'impro, où je m'amusais un peu, a été censurée par YouTube. Hein. Il en reste des extraits, mais elle a été censurée par YouTube pour non-respect des règles de la communauté. C'est toujours pareil, on ne sait pas quelles règles, on ne sait pas quelle communauté, mais on voit vraiment qu'il y a comment dirais-je, une injonction politique à nous faire accepter, comme on nous fait accepter le handisport. Hein. C'est pareil, j'ai critiqué le handisport, non pas pour critiquer les handicapés, mais de nous faire croire qu'il est agréable de regarder des types faire des courses en fauteuil roulant ou courir en étant aveugle et de nous imposer ça comme on nous impose les Jeux Olympiques. On n'est pas du tout dans l'esprit Coubertin, on est dans une espèce de manipulation idéologico-politique qui a quelque chose de malsain. D'ailleurs, on ressent qu'il y a quelque chose de malsain dans le handisport. Souvent, on n'arrive pas à l'expliquer. On s'écrase parce qu'on ne veut pas passer pour des méchants, hein, parce que sinon on se fait insulter. Vous avez osé vous moquer des handicapés. En fait, non. L'idée, c'est, je rassemble ces deux sujets. Pourquoi aujourd'hui, si le sport est basé sur un spectacle qui nous force l'admiration pour des raisons de qualité objective, de maîtrise physique, pourquoi nous surventons aujourd'hui à la fois le football féminin et le handisport? Car ce sont deux, vous avez remarqué que ce sont deux injonctions qui marchent absolument ensemble et en parallèle. Ça, c'est des vrais sujets dont on peut parler. Et c'est les quelques sujets que Lounès m'a abandonné. Voilà. Donc, j'en ai profité un peu. Voilà. Donc, je pense que voilà, j'en ai dit suffisamment. Le grand jeu en ce moment, c'est le jeu espagnol. Le génie du football moderne, c'est la transmission rapide et précise. Et donc, c'est le collectif. La grande époque du dribbleur brésilien est passée. Ça s'appelle l'échec Neymar en football. C'est pas comme ça qu'on gagne. D'ailleurs, les Brésiliens ne gagnent plus. Hein, il faut le faire remarquer. Hein. Et les grands joueurs de l'histoire sont en général très souvent des numéros 10. Le plus grand de tous étant sans doute Maradona. Parce que Pelé, je suis désolé, son prestige, c'est d'avoir gagné 3 Coupes du Monde à l'époque où les Brésil écrasaient tout. Mais je pense que dans la vision de ce que c'est que le jeu avec du recul, le plus grand joueur, c'est sans doute Maradona. Et celui qui lui ressemble le plus, qui est le deuxième plus grand joueur, c'est Messi. Messi et Maradona. Hein, qui sont d'ailleurs des tacticiens buteurs de petits gabarits, courts sur pattes, avec une vitesse de jambe et une vitesse de dribble proportionnelle à leur petite taille. C'est-à-dire que ce sont des grands tricoteurs, ce qui est d'ailleurs l'inverse d'un joueur emblématique aussi comme Ronaldo. Vous voyez, il n'y a pas plus éloigné que de Ronaldo que de Messi. Ce sont deux très grands joueurs. Ronaldo est un coureur qui court à 37 à l'heure, avec une condition physique énorme, qui sait se placer comme buteur, qui est grand, qui a une capacité de faire des bonds énormes pour marquer de la tête, mais qui n'est pas un grand dribbleur. C'est marrant de voir que si on prend la dernière grande époque du football avec des très grands joueurs, d'ailleurs, qui ont accumulé chacun 6 ou 7 ballons d'or, on parlera d'ailleurs de l'effondrement du football par l'effondrement du niveau des ballons d'or et des sélectionnés pour le ballon d'or. Tout le monde le dit aujourd'hui, hein, quand on compare ce qu'était la sélection des ballons d'or il y a 20 ans et aujourd'hui, et de ceux qui les gagnent. On a quand même à une époque deux très grands joueurs qui viennent d'ailleurs de prendre leur retraite, même s'ils jouent encore aux États-Unis, en Arabie Saoudite, pour achever de devenir des milliardaires. On avait deux grands joueurs complètement différents, mais qui étaient deux très grands joueurs, qui étaient Messi et Cristiano Ronaldo. C'est intéressant de voir les deux filières d'un grand footballeur. Ronaldo, d'ailleurs, je veux dire, Mbappé se rapprochant plutôt d'un joueur à la Ronaldo que d'un joueur à la Messi. Hein, voilà. Mais je pense que
Messi, c'est quand même le sommet parce que c'est du numéro 10. C'est meneur de jeu, dribbleur, passeur, buteur. C'est-à-dire que c'est le joueur absolument complet. On voit d'ailleurs des séquences. On voit d'ailleurs Maradona faire la même séquence que Messi, vous regarderez. C'est en partant de l'arrière, couloir droit, dribbler 6 joueurs de la partie adverse, tout seul, et mettre un but. Ce qui est marrant, c'est que si vous cherchez en vidéo, vous verrez exactement la même action faite à des années d'écart entre comment Maradona et Messi. C'est assez magique de ce point de vue-là. Vous chercherez sur YouTube, vous verrez. Et ça, c'est le sommet absolu du football. C'est un joueur tout seul capable de passer en revue toute l'équipe adverse et de rentrer dans la cage, balle au pied. Parce que ça aussi, il y a deux manières de marquer un but. Il y a de tirer comme le faisait d'ailleurs un très grand joueur français qu'on a oublié, qui est Jean-Pierre Papin, qui a été d'ailleurs Ballon d'Or, hein, qu'on appelait des papinades, qui était capable de claquer des volées de 25 mètres en cadrant pratiquement systématiquement, ce qui est rarissime aujourd'hui, hein. Il y a aussi un vrai problème dans le déclin de niveau technique du football aujourd'hui. C'est l'incapacité pour beaucoup de joueurs de balle au pied et même à balle arrêtée, de mettre un ballon en cloche qui arrive précisément là où il doit être mis pour pouvoir mettre un coup de tête dans le petit périmètre. On avait le grand joueur anglais qui était doué pour ça. Comment il s'appelait, pour ceux qui suivent? Celui qui est avec une chanteuse, là, avec les Spice Girls, qui était capable, avec son pied droit, de mettre le Beckham. ballon exactement là où il voulait. Comment il s'appelait? Beckham. Beckham, il est bon, mais il a qu'un pied et pas de jeu de tête. Ce qui était vrai, c'était Georges Best qui se moquait de Beckham. Mais Beckham avait cette capacité, c'est qu'il mettait le ballon exactement où il voulait avec son pied droit. Or, aujourd'hui, vous assistez très souvent, alors que c'est des balles arrêtées, des coups francs où il faut mettre le ballon dans le paquet en espérant que quelqu'un le ramasse avec la tête, ou des corners, où systématiquement, il y a des erreurs de 3-4 mètres. Le ballon sort directement. Et ça montre quand même une régression du niveau de technique pure. Ça, c'est important. Aussi, la façon dont, dans des tirs lointains, des tirs de volée, il y a très peu de ballons cadrés, ce qui est quand même absolument anormal. Platini disait, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est cadrer. Parce que quand c'est cadré, ça peut rentrer. Quand c'est pas cadré, il n'y a aucune chance. Les joueurs ratent énormément de tirs cadrés. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a quand même une hausse de la vitesse de jeu, une baisse du niveau technique et une baisse du niveau d'intelligence de jeu qui, pour moi, est évidente, sauf je le dis, chez les Espagnols. Voilà. Et donc, oui, il y a deux manières d'impressionner le spectateur. C'est de claquer une frappe à 20 mètres. Et ça reste toujours très impressionnant. Mais je vous dis, c'est très rare finalement, hein, ça cadre très peu. Et puis sinon, le vrai grand joueur, qui est celui qui rentre dans la cage, balle au pied, c'est-à-dire après avoir mystifié à peu près tous les joueurs adverses. Et là, c'est pareil, quand on veut regarder, moi je regarde de temps en temps des joueurs de génie, on a à regarder Maradona, Messi, Zidane et dans un autre genre un peu plus fantasque, Ronaldinho. Et je vous invite, si vous voulez communier avec ce que le football peut apporter de plus beau quand on aime la beauté au sens artistique du terme, vous regardez, parce qu'il y a des montages complets, hein, aujourd'hui, hein. Alors il y a de temps en temps Medved qui est montré, il y a des joueurs qui ont été pas mauvais aussi, et de ce point de vue-là, le joueur le plus élégant du monde, étrangement parce qu'il joue un peu plus lentement que Ronaldinho, et le fait de jouer un peu plus lentement, mais d'être aussi efficace, le rend encore plus beau, puisque on a l'impression qu'il est lent. Et pourtant, il les met tous dans le vent, les défenseurs. Et il les met dans le vent justement parce que les défenseurs ont de la vitesse. Et quand vous avez beaucoup de vitesse, vous avez du mal à changer d'appui, c'est-à-dire à changer de direction. Et Zidane avait le génie comment dirais-je, de prendre à revers l'accélération de la montée et de la vitesse des défenseurs. Ça aussi, il y a un côté génial. C'est parce qu'il joue lentement qui les met dans le vent, justement. Parce que les autres sont pris par leur vitesse et sont pris par des changements de direction nés chez Zidane à un toucher du pied et à une souplesse de la cheville que vous pouvez vérifier dans ses passes, changements de direction, et aussi dans ses amortis des deux pieds. D'ailleurs, Platini qui était un peu jaloux parfois de Zidane, puisqu'il disait que Zidane faisait avec un ballon ce que Maradona pouvait faire avec une orange. Donc il y a toujours des tensions entre les joueurs. Mais Platini avait dit le génie de Zidane, c'est son amorti des deux pieds. Zidane était capable de récupérer un ballon de 35 mètres amorti avec le ballon qui reste collé sur le pied. Je vous garantis qu'aujourd'hui, ça, vous le voyez très très peu. Voilà, donc
je finis de parler de football pour vous montrer que j'aime aussi ce sport. Si vous regardez des vidéos sur la carrière de Ronaldinho, la carrière de Zidane, la carrière de Messi et la carrière de Maradona, et là vous voyez que le football peut être un grand art individuel. Et sinon, espérons que celui qui prendra la suite de, comment il s'appelle, de Deschamps, nous produise un jeu collectif un peu plus brillant que celui que l'équipe de France joue actuellement et qui se rapprochera un peu plus forcément je dirais, du jeu à l'italienne. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur le football et qu'on peut lancer les échanges, hein. Et je repasse le ballon à Lounès, si ce que j'ai dit l'a inspiré un peu. When you walk through a storm,